Bienvenue à Il y a du neuf. Aujourd'hui, on parle de l'IA en santé et son impact concret sur le terrain. Nos invités viennent d'horizons différents, mais ils ont un objectif commun, mettre l'IA au service des soins et du système de santé. Cathy Malas, responsable de la recherche au CIS de la Montérégie-Ouest, nous expliquera comment intégrer l'IA dans les pratiques cliniques en tenant compte des enjeux éthiques et du travail des professionnels de la santé. Dr René Kaysi, cofondateur et PDG de Mediloop, nous racontera son parcours d'entrepreneur en santé numérique et comment sa plateforme accélère la recherche sur les maladies rares. Un échange qui nous plonge au cœur des défis et des opportunités de l'IA en santé. Bonne écoute. Dans cet épisode, on va parler de comment l'IA vient transformer le secteur de la santé. Je suis Laetitia Constantin, développeuse IA et web au sein d'Explorer, et je suis aujourd'hui accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur. On est à All In aujourd'hui. C'est un événement qui réunit les experts dans toutes les sphères de l'IA. Comme à l'habitude, au podcast Il y a du neuf, on parle de l'impact que l'IA dans la société et dans les industries. Aujourd'hui, on a 2 experts dans le domaine de la santé et c'est le focus de notre conversation. On a avec nous le docteur René Kaysi, qui est cofondateur et CEO de Mediloop, et puis également Cathy Malas, qui est chef de recherche au CISSS de Montérégie-Ouest. Donc, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, d'où vous venez? Cathy, est-ce que vous voulez commencer? Alors, moi, je suis une passionnée de comment que les connaissances et l'innovation peuvent améliorer la vie des gens. Donc, je suis orthophoniste de première formation en pédiatrie. 2007, j'avais une pratique privée jusqu'à 2018. Je suis chercheuse professionnelle au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Mais ma recherche est surtout sur le management, l'intégration et la gestion de l'innovation et de l'intelligence artificielle de façon éthique et responsable dans les pratiques et les organisations. Donc aujourd'hui, je dirige la direction de la recherche, de l'innovation et de l'IA et de l'apprentissage au CIS de la Montérégie-Ouest. J'enseigne. J'adore. Une de mes passions, c'est de partager les connaissances à la relève et aux plus sages de notre société. Donc, je suis professeure associée à HEC Montréal et je suis une apprenante tout au long de ma vie. Je prends toujours des cours à droite et à gauche à chaque trimestre. Super, merci. René, est-ce que tu peux faire de même? Je suis PDG de l'entreprise Mediloop. C'est une entreprise américaine, en fait, qui est partie aux États-Unis, qui a traversé la frontière vers le nord au Canada. Nous en sommes très fiers. Je suis aussi professeur adjunct professeur à la faculté de médecine à l'Université Stanford, en Californie, où j'enseigne l'entrepreneurship dans le digital tech. Et puis, j'enseigne aussi à University of California, San Francisco, où j'enseigne le translational medicine. Je suis désolé, il va y avoir quelques anglicismes aujourd'hui. Médecine Translationnelle. Translationnelle, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation des sciences digitales, donc des outils digitaux en médecine, si vous voulez. Donc, comment on fait pour utiliser des applications sur notre téléphone, par exemple, pour traiter certaines maladies. Ça pourrait être un exemple de ce type d'utilisation. Avant mon arrivée aux États-Unis, j'étais chirurgien. J'étais chirurgien maxillofacial. J'ai travaillé ici à McGill et puis aussi à l'Université de Montréal. Pour une dizaine d'années, j'ai beaucoup aimé mon temps ici, mais pendant mon temps ici comme chirurgien, j'ai monté ma première entreprise où j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat, qui était un dossier médical électronique. J'ai beaucoup aimé l'expérience. On a été racheté par TELUS et puis c'est là que j'ai décidé d'aller étudier le business et l'intelligence artificielle à l'Université Stanford, où je suis maintenant. Je vais en profiter pour rebondir sur Mediloop. Donc aujourd'hui, qui est l'entreprise que vous avez, qu'est-ce que ça fait et comment c'est né? D'où est partie l'idée? Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'avais monté ma première entreprise qui était le dossier médical électronique. C'est un outil que j'ai monté pour mes besoins spécifiques comme chirurgien. Je n'étais pas satisfait des outils qu'il y avait sur place, donc j'ai monté la plateforme. C'est devenu une business un peu par accident. Là, j'ai beaucoup aimé l'expérience et là, je voulais monter une plateforme de recherche. Donc, j'étais aussi chercheur ici. J'ai fait ma formation au laboratoire d'organogénèse expérimentale avec François Auger, que vous connaissez peut-être, Cathy. Et puis, j'ai vu comment c'était brisé ce domaine-là. Ça prend plusieurs années de monter un projet de recherche, d'arriver à la découverte d'un drug target, par exemple. Donc, le but était de monter une plateforme pour accélérer le processus de recherche clinique et même la recherche in vitro. Est-ce que c'est ça qui était brisé? C'était le processus de mettre les choses en production?
Lorsqu'on a beaucoup de data et qu'on cherche une réponse, par exemple, trouver un biomarqueur pour une maladie, ça peut être long. Il faut aller sur PubMed, il faut essayer d'aller se faire une tête à ce qui existe aujourd'hui, puis ensuite, il faut partir de là et essayer de trouver un biomarqueur, par exemple. Ça peut prendre des années. Mais avec les outils d'intelligence artificielle, on peut maintenant bypasser beaucoup de travail et demander à un outil, un agent d'intelligence artificielle de faire le travail de façon autonome et de trouver des réponses très rapidement. Le fait qu'on a un cas particulier qu'on veut étudier, mais il est rare par défaut, c'est ce qui le rend précieux et difficile à jongler. On le voit souvent aussi dans différentes industries. Quand on travaille entre autres dans le domaine manufacturier, on cherche à savoir c'est quoi une défaillance, mais les défaillances, on n'en veut pas en industrie. Donc, on va avoir des gens qui disent « Ouais, j'ai des données depuis 10 ans, 15 ans, mais la défaillance, elle est arrivée une fois. » Donc, on a peu de données à prendre à propos de ça. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour trouver de la donnée de qualité pour des choses qui sont aussi rares? C'est un peu plus facile aux États-Unis. Aux États-Unis, lorsqu'on va voir un médecin, on a habituellement une compagnie d'assurance qui vont payer pour nos services. Il y a des compagnies aux États-Unis qui récoltent toutes ces données-là de payeurs. Donc, pour les 340 millions d'individus aux États-Unis, on sait qui a la maladie parce qu'on a des bases de données maintenant qui nous permettent de trouver facilement tous les patients qui ont un type de maladie à cause de ces... C'est centralisé. Donc, il y a des compagnies qui ont été chercher les données de payeurs, qui sont les compagnies d'assurance, qui les ont agglomérées dans une base de données. Donc, je suis capable d'aller trouver le patient, tous les patients qui ont la maladie. 1. 2, on est connecté maintenant à 16 500 hôpitaux avec des API. Donc, lorsqu'on a trouvé les patients, je suis capable, avec leur consentement, à cause du Cures Act aux États-Unis, je suis capable d'aller chercher le dossier médical électronique de tous les hôpitaux qu'a fréquenté cet individu-là. Donc, c'est facile de monter une base de données énorme sur une maladie rare. Et avec les outils, maintenant, on peut streamliner le tout. Tout se fait de façon autonome. Donc, on est vraiment capable de faire une différence, surtout en maladie rare. C'est énorme ce qui s'en vient avec les outils qui sont développés. Le Québec s'est beaucoup mobilisé au cours des dernières années pour créer des lacs de données par établissement. Donc, le CHUM avait un lac de données, le CHUT Québec. Là, on a des CIS et des CIUS qui ont, exemple, chez nous, on a un lac de données. En fait, pas tous les systèmes d'information encore, pas tous les dossiers cliniques informatisés, mais ça s'en vient. Et si chaque établissement a son lac de données par apprentissage fédéré, on va pouvoir accéder. Avec la RAMQ, je cherche les jeunes enfants de 18 ans avec telle et telle caractéristique, de questionner ces lacs de données. On respecte la confidentialité de la donnée. Ça reste dans les lacs de données, soit locaux, soit cloud. On est tout en train de prendre un virage infonuagique. Et donc, si chacun a son lac de données infonuagique sécurisé dans leur tenant organisationnel, mais par apprentissage fédéré, on est capable, selon une question, d'aller chercher la donnée précise pour pousser de la recherche, par exemple, en maladie rare ou en maladie un peu plus fréquente, par exemple. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, l'apprentissage fédéré, les données restent locales, les modèles sont partagés, c'est ça? Exact. La donnée est unifiée à travers le numéro d'assurance sociale, qui est considéré comme une information sensible dans certains cas. Donc, comment est-ce qu'au Québec, on fait pour jongler avec ça? Il y a des lois. On a la C-27, on a la loi 5 pour la protection des renseignements personnels. Donc, il y a ça qui permet de mettre des standards pour que chaque établissement respecte la notion des données sensibles. La recherche nous aide à encadrer. Par exemple, quel est le taux de réadmission de tous les patients québécois de 65 ans et plus avec maladie cardiovasculaire? Donc, le fait que je pose cette question-là par apprentissage fédéré, ça me permet d'aller chercher la donnée pertinente juste pour cette question-là. Chose qu'avant, il fallait donner accès à tout le système. Et donc, juste le fait de bâtir cette technologie de lac de données avec une technique d'apprentissage fédéré, ça permet d'encadrer aussi l'accès à la donnée sensible avec une couche de législation et avec, moi, ça, c'est mon champ de bataille, là, de l'information continue en éthique, en responsabilité. Nécessaire. Qui est nécessaire parce que la technologie peut être là, les cadres législatifs et les règlements peuvent être là, mais le comportement humain, il faut qu'on le travaille, il faut qu'on le rappelle. Et pour moi, ça, c'est tout aussi important que la technologie, les règles, les process. C'est de la formation continue, par exemple, en éthique et en responsabilité.
le personnel de la santé reçoit ces innovations et ces technologies-là? Dans le secteur médical, quand on arrive avec une nouvelle innovation avec de l'IA ou juste logiciel, est-ce qu'ils sont génial, un nouveau jouet, on va pouvoir faire des choses mieux ou au contraire très réticents? Souvent, on voit l'angle américain versus Ouais. québécois ou canadien très différent à ce niveau-là. Alors, je vais répondre comme un prof. Réponse, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des équipes. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a co-créé un outil d'IA pour optimiser les rendez-vous en radio-oncologie puis en oncologie médicale, vous savez, booker des rendez-vous en chimiothérapie et en radiothérapie, on a des plages de 8h à 20h. Il y a 25 variables à considérer. Disponibilité du médecin, disponibilité du patient, type de radiothérapie, durée du traitement, etc. Bon, on l'a co-créé avec les gens de ces équipes-là. Donc, une entreprise québécoise, GreyOS, avec les équipes de gestion, les équipes cliniques et des chercheurs ont co-créé la solution. On l'a implanté en 2 ans et demi, de la conception à l'implantation. Et c'est encore dans les opérations aujourd'hui. Ça a été un succès fou. Pourquoi? L'équipe était réceptive. Il y avait une chimie entre les cliniciens, gestionnaires, chercheurs et l'entreprise qui était crédible. Et ça a été parmi les histoires à succès les plus importantes en IA que j'ai témoignées. Il y a d'autres secteurs où ça a été extrêmement difficile et ça n'a pas marché du tout. Exact. Il y a une petite IA pour optimiser, par exemple, la programmation dans un bloc opératoire. Ça n'a pas passé. Beaucoup de résistance. Est-ce que vous venez contrôler notre productivité? Est-ce que vous venez... La supervision. La supervision, on sait quoi faire. Là, c'est notre métier. On sait donner des soins aux patients, on sait gérer notre bloc opératoire. Donc, s'immiscer dans le travail, j'ai pas entendu remplacer dans ce cas-là, mais s'immiscer dans le travail, on est déjà très bon. Nos blocs, ils roulent déjà très bien. Donc, c'est beaucoup de la gestion de changement, l'accompagnement au changement, l'accompagnement à dire la valeur ajoutée. C'est peut-être que ça va pas vous faire gagner 25 de plus d'accès, mais si c'est juste à 5 c'est 2 patients de plus par jour. Donc, c'est beaucoup dans le dialogue, dans l'échange, dans l'accompagnement. Ça prend des champions hein, à l'interne. Ça prend quelqu'un qui dit « Moi, je crois en ce projet-là, puis je vais être impacté par la solution que vous allez amener. » Ça prend des champions qui comprennent le problème et le défi. C'est super important de co-créer avec les cliniciens gestionnaires, mais aussi avec les patients si la solution est pour le patient direct. Mais après, il faut la légitimité organisationnelle de le faire et l'appui organisationnel de le faire. Pas facile de co-créer avec l'entreprise. L'infirmière sur le terrain, la gestionnaire de proximité, elle a mille et une autres choses à faire. René vient, qu'est-ce si on veut collaborer sur le projet? Il faut quelqu'un qui facilite cette co-création-là. Ça ne se fait pas comme ça. Puis les cliniciens sont en soins directs aux patients, ils noient. Si vous voyez nos urgences, exemple à Valleyfield ou à Anna-la-Berge, on déborde. Donc, comment qu'on arrive à régler des solutions pour le futur à court, moyen, long terme, tout en gérant les opérations au quotidien? Ça demande du support organisationnel en matière d'accompagnement, de formation, de process, etc. Ça, c'est l'enjeu PME numéro 1. Les grandes compagnies peuvent se permettre d'avoir un sandbox, un terrain de jeu qui est isolé du reste puis de jouer dedans. Mais les PME, ils se disent toujours la même chose. Moi, j'ai des opérations à faire rouler. Comment je peux me permettre d'essayer des choses? Exact. Et la réponse, même par exemple à des équipes d'urgence qui sont à 200% de capacité, c'est de dire on peut le faire sans vous, mais ça ne répondra pas aux besoins. Il faut qu'on le fasse avec vous. On va trouver une façon de vous dégager du temps, mais une solution à l'urgence pour augmenter l'accès aux urgences et amener que les patients pertinents, on ne peut pas le faire sans les gens sur le terrain. Maintenant, c'est à quel moment on les implique? Parce que toujours les impliquer, ils n'auront pas le temps. Donc, c'est à quel moment qu'on co-crée, à quel moment on va valider. Est-ce que telle fonctionnalité sur le logiciel X, est-ce que ça rentre dans votre flux de travail, dans votre façon de travailler au quotidien? Est-ce que ça augmente le temps? Et donc, le beau défi, c'est oui de co-créer avec eux, mais de trouver le bon moment pour intervenir, pour aller valider les besoins et valider que c'est intimement intégré dans leur flux de travail. Sinon, ils ne l'utiliseront pas. Et comment que ça se passe aux États-Unis? Oui, donc là, on est dans le Silicon Valley. L'épicentre du Silicon Valley, c'est Stanford. Il y a 39 900 compagnies qui sont parties de Stanford, qui ont généré 2300 milliards de dollars de annual recurring revenue à date. Dans Google, Nvidia, que tout le monde connaît, Instagram, LinkedIn, VMware, pour en nommer quelques-unes, Netflix. Donc là-bas, ça fait partie de l'expérience de tout le monde, que tu sois médecin, que tu sois infirmière ou que tu travailles en admin. Tout le monde est habitué à tester de nouveaux outils. Ça fait partie de la vie là-bas. Donc, il n'y a pas de pushback. C'est immédiat. Donc, tu arrives avec une nouvelle technologie, les gens sont cool. Comment on fait ça? Let's go. Et puis, Stanford ouvre les portes. Je ne connais pas un professeur. Je n'en connais pas un qui ne fait pas partie d'une start-up.
Il y a un gars que je connais là-bas qui s'appelle Michael Schneider. Il est rendu à sa 16e compagnie. Donc, là-bas, les chercheurs, lorsqu'ils trouvent un nouveau drug target, une nouvelle molécule, un nouveau biological pathway, qui inventent quelque chose dans leur lab, l'université leur donne la ressource immédiate pour commercialiser le produit. On ne veut pas que ça s'arrête à la découverte. Il faut que ça passe vers l'industrie. Il faut que ça devienne un produit. C'est pour ça que ça bouge vite. Écoutez, il y a des milliers de techs qui sont montés chaque année. Puis la plupart de ces techs-là, ils pourraient avoir un impact majeur sur la vie des gens. Mais la raison qu'ils ne sont pas déployés at large, c'est qu'il n'y a pas de modèle de commercialisation en arrière. Si on ne commercialise pas un produit, il va mourir le produit. Il faut faire de l'argent avec ce qu'on monte. Ici au Québec, j'ai passé 10 ans au Québec, c'est un petit peu mal vu. Premièrement, si tu es professeur à l'université, tu fais une découverte, ça serait mal vu de passer au commercial, d'essayer de commercialiser puis de faire du cash avec ta découverte. C'est mal vu. Là-bas, c'est l'inverse. C'est bien vu. C'est même encouragé. Let's go. Chercheur, tu as trouvé quelque chose. On va commercialiser ta molécule. On va le faire ensemble. On va te donner du staff. On va te donner un PDG. On va monter une affaire. Le seul pushback que j'ai vu, nous, ce qu'on a monté, c'est un agent de recherche. Un agent de recherche, à l'inverse d'un LLM, d'un chatbot. Si on travaille avec ChatGPT, on lui demande une question. Je m'en vais à San Francisco, je veux que tu me réserves un billet d'avion et que tu l'ajoutes dans mon calendrier. ChatGPT n'est pas capable de faire cette tâche. Il est capable de te dire à quelle heure il vole, il peut te donner de l'information sur l'aéroport de Montréal, l'aéroport de San Francisco, mais il ne sera pas capable d'exécuter cette tâche-là. Un agent est capable de « je vais aller checker les vols ». Puis là, dépendant de ce qu'il trouve, il va « ah, ben là, il y en a un qui est 2 heures avant le vol, je sais que René est à All-in ». On va choisir ce vol-là. Ah, j'ai la carte de crédit de René, j'ai son numéro de passeport, j'ai sa carte Nexus. Let's go. Ça va jusqu'à le check-in. Donc, un agent, c'est ce que ça fait. C'est ce qu'on a monté. Donc, le seul pushback qu'on a eu, parce que là, maintenant, est-ce qu'on est capable de diminuer le nombre de jours d'hospitalisation post-chirurgie de hanche en prescrivant de la kétamine? Je ne sais pas. L'agent est capable de dire, oh, je vais aller dans mon dataset, je vais aller chercher tous les patients qui ont eu une chirurgie de hanche, un remplacement de hanche. Dépendamment du groupe qui a été monté, je vais monter un groupe contrôle. Ensuite, je vais écrire le code pour monter une analyse biostatistique. Ensuite, je vais générer un rapport de façon séquentielle. Donc, le problème, c'est que notre agent, en fait, s'appelle ART, Autonomous Research Team. Le problème, c'est que là, je viens de bypasser plein de gens. Là. C'est clair. On est passé d'un médecin qui veut poser une question clinique. Je devrais prescrire de la kétamine post-chirurgie de hanche ou pas. Le médecin est capable de poser la question à l'agent. Mais là, on vient de bypasser l'analyste, le data analyst, qui habituellement écrit du code SQL pour aller monter ces quarks-là. Je viens de passer par-dessus le biostatisticien. Il n'y a plus besoin de ça. Même qu'on est capable, l'agent est capable de faire un travail impeccable. Ensuite, je n'ai plus besoin de la personne qui montait le rapport. C'est tout fait de façon automatique en quelques minutes. Donc, le pushback qu'on a, c'est les gens qu'on remplace. C'est là qu'il y a un pushback. Parce que dans ce cas-ci, il y a remplacement. L'utilisateur, le médecin ou le chercheur, il est ultra content. Je vais avoir une réponse immédiate au lieu de l'avoir dans 6 mois. Mais la personne qui est remplacée, c'est un problème. Donc, on n'aime pas dire remplacer, on aime dire appuyer. Donc, le biostatisticien peut vérifier le travail. Make sure the work is good. Check the work. Ça nécessite leur expertise spécialisée pour le faire. Donc, on a encore besoin d'eux pour le faire. Je suis pas certain. Écoutez, je conduis une Tesla. J'ai mes enfants que j'adore. Chaque fois que je vais dans ma Tesla maintenant, j'appuie sur l'autopilote. En Californie, c'est full auto-driving. Donc, on part de la maison, ça sort du driveway, puis ça m'amène à la pièce de théâtre à ma fille de façon automatique. L'intelligence artificielle qui conduit ma voiture, elle est mieux que moi à conduire. Puis il y a des décisions qui sont prises chaque seconde jusqu'à ce que j'arrive à la destination. On check pour les piétonniers, pour les autres voitures, pour les feux de signalisation. Si je suis capable de faire confiance à une voiture avec les choses qui sont les plus précieuses pour moi dans ma vie, qui sont mes enfants, on est rendu à un point où est-ce qu'un agent est capable d'écrire une analyse biostatistique aussi bien, c'est pas mieux que le biostatisticien. De choisir la bonne étude. Il connaît tous les papiers, il connaît tous les livres de biostatistique qui ont été montés. Donc, c'est difficile de faire compétition à un engin comme ça. Donc, au début, je gardais ma main sur le volant parce que je n'étais pas certain si je pouvais y faire confiance. Donc, il y a des gens qui veulent encore avoir la main pas loin du volant pour vérifier le travail, mais je pense qu'on n'est pas loin d'enlever nos mains complètement puis de laisser l'intelligence artificielle faire son travail.
C'est une évolution naturelle de vouloir y aller par prudence, mais n'empêche, quand on a un rôle, un emploi qui est centré autour d'une tâche critique et que cette tâche critique-là, elle est automatisée, c'est plus difficile d'avoir le discours, ben, tu vas pouvoir aller faire d'autres tâches qui vont être plus sur ton que c'était celle-là qui a été automatisée. Ouais. J'ai entendu parler d'initiatives pour mener à la reformation, mais qu'est-ce que vous diriez aux gens qui se retrouvent dans cette situation-là? Pour moi, c'est la responsabilité, elle est partagée, cette responsabilité. Les universités doivent commencer à complètement transformer leur parcours de formation. Au lieu de pousser des connaissances, c'est apprendre à apprendre. Donc, un biostatisticien, la technologie rentre dans nos murs. C'est tout médecin, chercheur, clinicien, gestionnaire qui se pose une question veut que ça avance plus vite. Donc, comment que les universités vont transformer le parcours des biostatisticiens avec l'avenue de ces technologies-là? Peut-être un autre aspect de la biostatistique, donc peut-être recommander la meilleure méthodologie. Je ne sais pas, je ne connais pas bien ce métier-là, mais comment que on est capable à l'université, de transformer les parcours de formation pour que le biostatisticien fasse un métier différent ou se requalifie en fonction des technologies qui viennent sur le marché. Cela dit, exemple, moi, comme organisation, j'ai une responsabilité de former tout au long de la carrière ou tout au long de la vie. Donc, moi, je me dis, comme chaque établissement, même privé comme public, devrait avoir des académies au sein de leur organisation. Puis avec des partenariats comme des maisons d'enseignement, bâtir des programmes de requalification. Je donne un exemple qui n'a aucun lien avec l'IA. Quand j'étais au CHUM, on a pris le virage numérique des dossiers papier. Donc, c'était des agents administratifs classe 4 qui, à longueur de journée, prenaient du papier et le mettaient dans la machine pour numériser. Il y en avait certains qui avaient hâte de faire autre chose, mais il y avait une partie, environ 15%, qui voulaient continuer le métier. Donc, notre responsabilité comme directeur de l'enseignement ou de l'apprentissage ou des ressources humaines, c'est pas de dire merci, au revoir, on te place sur un autre A4, c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça le développement de carrière. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? C'est quoi tes intérêts? Puis, en la lumière de ça, ben, là, de dire, OK, est-ce qu'on a une opportunité dans notre organisation? Oui, parfait. Quelles sont les études complémentaires, la formation continue, à même l'emploi, pour requalifier ces personnes pour que leur travail soit une plus grande valeur ajoutée? Jouer à l'autruche puis dire, il n'y en aura pas de technologie comme celle que René décrit dans nos murs, c'est être naïf puis ne pas être responsable. Merci beaucoup, Cathy et René, d'avoir été là aujourd'hui, de partager votre expérience. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur IA du Neuf. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, sur la page explore.ai. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On vient d'entendre deux approches bien différentes, mais complémentaires de l'IA en santé. Si on fait un parallèle avec la peinture, une œuvre naît toujours d'un équilibre entre spontanéité et structure. Un atelier pourrait être en ébullition, couvert de couleurs, mais au final, c'est la toile et le cadre qui donnent sa forme au tableau. Cathy Malas, c'est celle qui prépare la toile et le cadre, qui s'assure que l'IA s'intègre bien dans le système de santé de manière responsable et adaptée. René Cayci, lui, c'est le peintre qui ose les coups de pinceau audacieux, qui développe des outils innovants pour transformer la recherche médicale. L'une crée l'espace où l'innovation peut s'épanouir, l'autre y apporte des touches de génie. Deux approches essentielles pour une œuvre complète.